sachant que ce n'est pas simple, parce que les problèmes auxquels s'est heurtée la commission technocratique, libérale, aujourd'hui, on risque de les retrouver, même si l'ambition est de créer une Europe sociale, écologique et démocratique, parce qu'il y a des problèmes de fond à la construction de la monnaie unique. La monnaie unique, elle a 6 défauts originels qui n'ont pas été pensés au départ et auxquels il est très dur de remédier. Le premier, c'est que pour avoir une monnaie unique, il faut avoir des mécanismes extrêmement précis, extrêmement contraignants, qui assurent effectivement l'unité de la monnaie. C'est-à-dire qu'il faut que les dettes publiques soient effectivement garanties. Il faut que les déficits publics soient effectivement finançables sans problème, qu'il n'y ait pas le moindre doute sur la pérennité de la monnaie unique. Et donc ça demande des mécanismes soit de contrainte, soit de solidarité, extrêmement contraignants, qui n'ont pas été mis en place et qu'il est très difficile de mettre en place. Bien sûr, ces mécanismes ne peuvent pas consister en des règles stupides et arbitraires, du genre le déficit public ne doit pas dépasser 3% du PIB, ou la dette publique ne doit pas dépasser 60% du PIB, parce que des règles arbitraires, naturellement, ne sont pas respectables. Et ces règles, on ne les a jamais respectées au cours de l'histoire de la zone euro. Le troisième problème, c'est que pour avoir une monnaie unique, il faut une solidarité inconditionnelle entre les pays européens. Or, cette solidarité inconditionnelle, elle est très difficilement conciliable avec le fait que les pays sont beaucoup plus différents qu'on le pensait il y a 12 ans, et que les pays n'ont pas spontanément la solidarité qu'on a à l'intérieur d'un... et que les citoyens de pays différents, européens de pays différents, n'ont pas spontanément la solidarité que l'on a entre citoyens du même pays. Par exemple, les Français seront sans doute peu disposés dans 30 ans à financer les retraites des Allemands ou des Italiens qui actuellement ne font pas d'enfants et qui auront les pires difficultés pour faire vivre leur système de retraite dans 30 ans. On leur dira, c'est pas notre problème, c'est votre problème. Et donc c'est très difficile d'avoir cette solidarité européenne. Quatrième défaut, vous le savez, il y a une erreur au départ, c'est que pour que ça marche, il faut que la Banque centrale européenne soit prêteur en dernier ressort de toutes les banques et de tous les États. Sinon, il y a des risques de faillite, sinon les dettes publiques ne sont plus des actifs sans risque, sinon les marchés financiers peuvent spéculer, et donc il faut, pour remettre l'Europe sur ses pattes, il faut absolument que la Banque centrale redevienne prêteur en dernier ressort de tous les pays, qu'elle garantisse les dettes publiques. Et pour qu'elle garantisse les dettes publiques, il faut une contrainte sur les politiques budgétaires. Et cette contrainte, on n'a pas réussi à la mettre en œuvre jusqu'à présent. Et se pose la question, quel type de contrainte? Comme on n'a pas mis en œuvre, comme il n'y a pas cette garantie, les marchés financiers spéculent sur les dettes publiques, et donc on est en permanence fragilisé. Et puis, il y a un coût énorme pour les pays. Par exemple, l'Italie qui se finance à 3,3 points de plus que l'Allemagne, ça veut dire qu'à terme, les Italiens vont devoir payer chaque année 3,5% de leur PIB au marché financier pour leur donner la garantie qu'ils ne feront pas faillite. C'est quand même un peu lourd de demander à un pays 3,5% de son PIB pour cette garantie, et ça sera pareil pour l'Espagne, ou pour le Portugal, ou pour l'Irlande. Donc il y a un poids de la garantie qui est beaucoup trop lourd. Et le dernier point, qui est peut-être le pire, c'est que la crise, ça remet en cause le capitalisme financier, ça remet en cause le néolibéralisme. Ça veut dire que l'avenir, c'est pas un monde où il y aura des masses énormes de capitaux qui vont en permanence circuler librement. Parce qu'avec des masses énormes de capitaux qui circulent librement, ça veut dire qu'en permanence,
on a des bulles financières et des bulles et des crises. C'est pas l'avenir. L'avenir, ça peut pas être une situation où en permanence le capital l'emporte sur le travail et que c'est compensé par des bulles financières ou par la croissance de l'endettement. Parce que les bulles financières et la croissance de l'endettement, ça se termine toujours par des catastrophes. Donc il faut redonner des salaires, de la protection sociale, il faut repenser l'équilibre macroéconomique en Europe. L'avenir, c'est pas aussi la croissance éternelle, parce qu'on a des contraintes écologiques qui sont lourdes. Et il faut préparer la transition écologique. Préparer la transition écologique, ça veut dire que la société doit imposer aux entreprises un nouveau mode de production et de consommation. C'est pas facile, mais on est obligé d'y réfléchir. Or, ce tournant, la Commission ne veut absolument pas le prendre. Parce que l'idée de la Commission, c'est ce qu'on a fait est bien, on va continuer, on va faire mieux, parce qu'on va encore réduire les dépenses publiques, mais la Commission, elle n'est pas prête à prendre le tournant nécessaire. Et c'est d'autant plus difficile en Europe que l'Europe, c'est 27 pays, 28 bientôt, et que c'est très difficile de faire marcher 28 pays. La semaine dernière, j'étais en Pologne, par exemple. Les Polonais, ils sont extrêmement opposés à toutes les mesures, toute la politique de l'Europe contre l'émission de gaz à effet de serre. Parce que les Polonais, c'est des très grands producteurs de charbon. Donc je veux dire, c'est très dur de faire marcher l'Europe. Donc pour aller vite, depuis la crise, l'Europe, la Commission, s'est polarisée sur une idée fausse. La responsabilité de la crise, c'est le manque de discipline budgétaire. C'est faux. Quand on regarde la situation avant la crise, les politiques budgétaires n'étaient pas trop expansionnistes. En 2007, avant la crise, dans tous les pays, sauf la Grèce, la dette publique avait tendance à baisser par rapport au PIB. Dans tous les pays, les dépenses publiques étaient contrôlées. Et la seule chose qu'on peut reprocher à l'Europe, c'est en sens inverse. Il n'y a pas d'harmonisation fiscale. Et donc, un certain nombre de pays s'étaient lancés dans la concurrence fiscale, c'est-à-dire qu'il y avait une tendance en Europe à la baisse des taux supérieurs de l'impôt sur le revenu. Il y avait la suppression de l'impôt sur le patrimoine des ménages dans la plupart des pays. Il y avait un concours à la baisse du taux supérieur de l'impôt sur les sociétés. Donc, on était dans la situation libérale, si on peut dire. On baisse les impôts, la concurrence fiscale nous oblige à baisser les impôts, et en échange, on avait une politique de restriction des dépenses publiques, mais en aucun cas, avant la crise, il y avait ce manque de discipline budgétaire. Après la crise, la grande tragédie, la grande erreur de politique économique, celle qu'on prendra comme exemple dans les livres d'histoire économique dans 20 ans, dans 30 ans, c'est qu'on a une crise qui est due à une déficience de la demande, et la Commission impose des politiques d'austérité, des politiques de réduction des dettes et des déficits publics. On a la crise qui arrive en 2008-2009. 2010, l'économie européenne repart. 2011, des politiques d'austérité extrêmement sévères qui représentent environ 2 points du PIB de la zone euro sont mis en place. Et résultat, la croissance s'effondre en 2012, en 2013, en 2014. On va avoir une croissance négative dans la zone euro avec une décroissance fabuleuse dans les pays qui sont soumis aux diktats de la Commission, de la BCE et du FMI, c'est-à-dire la Grèce, le Portugal, Chypre maintenant, et l'Espagne. Et donc, on se retrouve dans une situation où une partie des pays de la zone euro
n'ont plus aucun degré de liberté parce que ils dépendent des gens qui sont venus à leur secours. Et donc, dans ces pays, la Commission impose directement la baisse des dépenses publiques, la réduction des services publics, la privatisation, le report à 67 ans de l'âge de la retraite. C'est le rêve des technocrates, parce que les technocrates imposent directement au pays la politique économique qu'ils doivent faire.